Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Les outils les plus performants en intelligence artificielle sont entraînés sur des modèles de langage, mais très peu sur les langues européennes, ce qui constitue un problème de performance, de compétitivité pour les entreprises, mais pose aussi des questions de souveraineté. On verra tout cela très précisément dans l'interview avec Laurent Daudet, cofondateur de LightOn, qui apporte une solution à ces problématiques. Et puis, au cœur de cette émission, je vais vous inviter à vous intéresser aux technologies du sommeil qui vont nous permettre de mieux dormir et surtout nous reposer. On est à la veille d'un grand pont de l'Ascension que je vous souhaite à tous très reposant. Enfin, on conclura Smart Tech avec notre rendez-vous C'est humain. Et si on avait perdu l'habitude d'aller au cinéma, on fera donc un point à l'occasion de ce festival de Cannes sur les salles obscures qui sont en mal de public. Mais tout de suite, on parle d'intelligence artificielle qui parle enfin couramment français. Dans l'interview, enfin un premier pas vers la souveraineté européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec pour la première fois des grands modèles de langage qui sont entièrement entraînés dans 4 langues européennes autres que l'anglais. Bonjour Laurent Daudet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de LightOn, une start-up française, donc la première à avoir entraîné ces grands modèles de langage directement dans 4 langues européennes autres que l'anglais. C'est important de le préciser, mais est-ce que c'est si important que cela? C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que les IA ne parlaient pas que anglais, elles sont évidemment entraînées à comprendre le français. On l'a vu hier dans l'interview aussi dans Smart Tech. Les outils de traduction manient différentes langues déjà. Absolument. La compréhension du langage et la génération de texte, c'est des choses aussi vieilles que l'intelligence artificielle. On a toujours fait des IA qui s'occupaient du langage. Maintenant, les produits qu'on propose à LightOn, c'est des produits qui sont censés vous faire gagner du temps, qui vous décuplent vos capacités à interagir avec le texte. Et le fait de toucher à quelque chose d'aussi profond que le langage, pour comprendre la subtilité des nuances, pour comprendre les niveaux de langue, c'est des choses qui ne passent pas par la traduction. Donc c'est vraiment important que ces IA soient entraînées de A à Z en français. Parce que jusqu'ici, en fait, elles étaient d'abord entraînées en anglais et ensuite elles s'adaptaient à d'autres langues, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce que proposent certains de nos concurrents, c'est des... Les big tech en l'occurrence les deep tech en particulier, voilà, c'est des IA qui sont entraînées sur majoritairement de l'anglais, qui ont une petite couche de français qui s'apparente à de la traduction par exemple, où on peut aussi passer par les systèmes de traduction. Mais voilà, c'est des IA qui ont appris à parler un peu français, qui effectivement peuvent faire des choses très basiques, mais pour ce qui est de la subtilité de la langue, notre solution est bien meilleure. Et en quoi ça devient problématique, un problème de compétitivité ou de performance pour les entreprises de ne pas avoir ces grands modèles de langage entraînés dans la langue de l'entreprise? Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans les solutions qui sont développées chez les grandes plateformes du numérique aux États-Unis, ils les développent principalement pour leurs besoins en interne. C'est-à-dire, ils ont les données, ils ont le cloud, et ils vont utiliser ces grands modèles de langage pour améliorer leurs produits. Nous, à LightOn, on a un modèle un petit peu différent où on propose ces outils pour que nos clients, nos utilisateurs, les entreprises puissent bénéficier et améliorer leurs produits à eux. Donc c'est vraiment important, ça leur fait gagner en productivité, ça rend leur service meilleur parce que ça donne des meilleures interfaces. Donc ça veut dire que pour les utilisateurs aussi, ça peut apporter un bénéfice immédiat. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des produits mieux conçus, plus adaptés à la culture du public qu'on vise. Absolument. Je vais vous donner un exemple. On a un de nos clients qui est une entreprise de marketing digital et qui doit, leurs rédacteurs doivent rédiger du texte, par exemple, pour faire du SEO. Vous savez, pour remonter dans les moteurs de recherche. Oui. Et ça demande de générer du texte. Et avec notre plateforme, les rédacteurs de cette agence rédigent jusqu'à 10 fois plus vite du texte de qualité équivalente à ce qu'ils feraient Et de meilleure qualité que ce qui était proposé jusqu'ici par les outils de compréhension du langage proposés et produits par les Américains. Absolument. Le but, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, le moins de temps que vous passez à corriger les nuances qui auront été
pas tout à fait bien comprises, meilleur sera l'outil. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une nouvelle génération d'IA? Oui. Je pense que là, il y a eu vraiment une rupture depuis 2 ans sur ces grands modèles de langage. C'est une rupture d'un point de vue technologique. Pour nous, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ça demande de louer les super ordinateurs parmi les plus puissants du monde pour les entraîner. Mais après, cette complexité pour nous fabriquer cette IA, ça se transfère pour l'utilisateur, pour le client, en une grande simplicité d'utilisation. L'IA a vu tellement de cas, tellement de textes, tellement de bases d'entraînement absolument gigantesques qu'après, elle est capable de s'adapter et très simplement, on la programme en français. On lui dit écris... Alors là, on parle du français, mais vous dites que là, vous avez pu concevoir des IA qui parlent couramment 4 langues européennes. Donc, il y a le français. Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, en plus de l'anglais. Et vous visez d'autres langues? Oui, absolument. L'Europe est très riche en langues. Voilà, notre objectif, c'est l'an prochain de couvrir les langues principales européennes. Et on a une collaboration pour proposer un modèle en arabe et dans d'autres types de langues aussi, asiatiques en particulier. Et pour l'instant, sur ces marchés-là, très peu d'acteurs sont positionnés? Absolument, oui. En dehors des acteurs. Pourquoi très peu d'acteurs? Parce qu'on voit bien l'intérêt quand même de manipuler le langage. C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus stratégique, de plus précieux. Absolument, mais la marche technologique pour rentrer dans ce type de technologie de nouvelle génération, comme je vous dis, qui nécessite des superordinateurs, des ingénieurs parmi les meilleurs au monde dans ces technologies, est tellement importante que c'est difficile. C'est difficile de s'y mettre. Et c'est ce que nous, on propose. En Europe, il n'y a peut-être que 2 acteurs qui savent le faire. Et ça, c'est gage de souveraineté en matière d'IA pour vous? Alors, oui, la d'avoir souveraineté... des IA entraînées entièrement de A à Z dans des langues européennes autres que l'anglais? Absolument. La souveraineté, on peut le prendre sous 2 aspects. On peut le prendre comme la souveraineté linguistique, et quand on touche à des choses au cœur de ce que vous dites, de l'interaction qu'on a dans la vie de tous les jours quand on travaille, quand je parle avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes employés, c'est le français. Donc c'est vraiment important que les outils les plus performants soient entraînés nativement en français, mais il y a aussi une souveraineté technologique, comme je disais, où si l'Europe ne réagit pas, on va être encore dépendant des grandes plateformes américaines sur ce type de technologie, au même titre que le hardware. En fait, on alimente, on nourrit même les technologies étrangères. On leur permet d'être de plus en plus performantes à nos dépens. Tout à fait. Et avec un risque que ces plateformes créent de la valeur chez eux en détruisant des emplois chez nous, alors que nous, ce qu'on propose, c'est au contraire de permettre aux entreprises françaises de prendre cette technologie pour qu'eux améliorent leurs produits et créent de la valeur pour eux. Alors, je voulais aussi raconter l'histoire de votre entreprise, la start-up LightOn, parce que ce n'est pas un nom qui sonne langage ou intelligence artificielle, ça sonne plutôt comme la lumière. Donc, elle a été fondée en 2016 par des chercheurs, des ingénieurs qui voulaient s'attaquer à un problème original, je dirais, c'est utiliser la lumière pour traiter des quantités de données, en particulier dans le domaine de l'IA. Et donc, au départ, vous avez conçu un ordinateur? Exactement, on a conçu un processeur photonique qui améliorait certains calculs, mais ce qu'on s'est... Et donc vous l'avez entraîné avec des modèles de langage? Voilà, on a cherché toutes les applications les plus... ce qui demandait le plus de calculs dans l'IA actuellement, et on s'est rendu compte que c'était ces modèles de langage qui demandaient le plus de calculs. Donc finalement, maintenant LightOn, ça développe un ensemble de technologies hardware, software, qui permettent d'être le plus efficace possible dans la construction de ces modèles de langage. Et donc, vous mettez en accès libre un premier modèle de langage en français en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire, le mettre en accès libre? Alors, le mettre en accès libre, c'est que vous allez sur le site muse.lighton.ai et vous avez une interface sur laquelle vous pouvez rentrer du texte, vous cliquez sur « Générer » et ça va continuer le texte, par exemple. Vous pouvez faire des systèmes de questions-réponses, etc. Donc, c'est en accès libre au sens où on peut tester, tout le monde peut tester, voir si ça correspond à son cas d'usage. On a différents systèmes d'abonnement, mais le premier est gratuit. Les gens peuvent... Voilà, c'est ça en accès. Comme plusieurs outils anglais qui proposent ça, effectivement, une première marge gratuite, et puis si on veut un usage plus professionnel, on passe en premium. Mais ça ne veut pas dire pourtant que vous mettez à disposition votre technologie en accès libre. Le modèle lui-même n'est pas en accès libre, le modèle est propriétaire, mais c'est l'accès au modèle qui est très simple et qui est possible de façon gratuite, effectivement, sur notre site. Je vous pose cette question parce que souvent, quand on parle de souveraineté, se pose la question du libre, de l'open source, de la licence libre. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez qui permettrait à l'Europe d'accélérer? Tout à fait. Je pense que
le libre n'est pas contradictoire avec le fait effectivement d'être une entreprise, de vouloir faire de l'argent, faire bénéficier nos actionnaires. On participe par exemple à un projet qui s'appelle le projet Big Science, qui est un projet de grands modèles de langage libre, mais qui permet d'améliorer la recherche sur ce type de technologie. Et par ailleurs, on a aussi un modèle commercial. Est-ce que pour une entreprise qui veut s'approprier maintenant cet outil, elle va bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont proposés par les grands concurrents du numérique? Sur ce type d'outil, on n'a pas à rougir au niveau technologique. On est au niveau de ce que fait Google, Facebook, etc. en français. Les entreprises peuvent venir nous voir, on peut regarder leur cas d'usage, on peut personnaliser des modèles de langage sur des corpus particuliers s'ils veulent, s'ils ont des besoins spécifiques. Et oui. Et en termes de modèle économique, de coûts, ça représente? Aujourd'hui, on peut être aussi compétitif? Oui, parce qu'en fait, les coûts, c'est les coûts d'hébergement sur les systèmes de cloud, mais le coût est marginal. C'est le coût de développement qui est énorme, mais après, le coût marginal d'exploitation est relativement faible. Oui, mais il faut avoir quand même la capacité du coût d'investissement au départ. Aujourd'hui, Lighton, ce n'est pas de la dimension d'un Google, d'un Alphabet, pour être plus précis. Mais je remercie nos investisseurs qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre. Par exemple, le fonds Contonation porté par l'homme d'affaires Charles Baybédé, qui a cru dès le départ en Lighton et qui nous a suivis et qui nous permet de croître. Mais bien sûr, on cherche à lever de l'argent. Et les entreprises sont conscientes aujourd'hui de ce point stratégique important autour de la compréhension du langage? Il y a un effort de pédagogie à faire, effectivement, pour leur comprendre qu'il s'est vraiment passé quelque chose ces derniers mois et que maintenant, il y a des capacités à bénéficier de cette toute nouvelle technologie qui est beaucoup plus facile à prendre en main que les technologies précédentes. Merci beaucoup Laurent Daudet pour nous avoir éclairé sur l'importance d'utiliser des grands modèles de compréhension du langage qui parlent couramment nos langues européennes. Laurent Daudet, cofondateur de Lighton, était dans Smartech. C'est l'heure de notre tour. On va parler de ces technos qui vont nous aider à mieux dormir, nous reposer un peu. Alors, on est à la veille du pont de l'Ascension. On va enfin peut-être pouvoir se reposer, récupérer, prendre un peu de temps pour mieux dormir. Et donc, on va s'intéresser dans Smartech à ces sleep tech, ces technologies du sommeil. Avec moi en plateau, Vincent Vercamer, qui est en charge de l'innovation de la stratégie santé pour l'Europe chez Withings. Withings est évidemment le leader européen de la santé connectée. Bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous en visio Charlie Rousset, qui est cofondateur de Morphée. Morphée, on le comprend avec le nom. C'est une start-up aixoise qui accompagne plus de 300 000 personnes vers le sommeil et la détente avec des solutions qui favorisent l'endormissement. Bonjour également. On va commencer avec Withings quand même, parce que je sais que vous avez publié une étude récemment pour savoir comment on gérait en France ce problème de l'insomnie. Est-ce qu'on était même conscient d'ailleurs d'être insomniaque? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux enseignements de votre étude qui a été réalisée en mai, donc qui est toute récente? On a réalisé une étude en mai sur 12 000 participants volontaires. Et quand on leur pose la question, on se rend compte qu'on a un tiers d'insomniaques. Et sur ce tiers, il y a un tiers qui ne le sait pas vraiment. D'accord. Donc on a quand même beaucoup de gens en France, parmi les adultes, qui ont un problème d'insomnie chronique. Et qui ne l'ont pas identifié. Oui, on parle de 34% de la population qui souffrerait d'insomnie. C'est l'un des plus grands maux des Français? C'est l'un des plus grands maux. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Et souvent, avec des impacts importants sur la santé? Il y a des impacts évidents sur tout ce qui est anxiété, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est dépression. Et après, manque de sommeil, accidentologie, donc accident de la route, accident du travail. Donc c'est assez un problème de santé, on va dire, avec des impacts par ricochet. Ce n'est pas directement l'insomnie qui vous emmène à l'hôpital, mais c'est les conséquences du manque de sommeil. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas bien identifié par les patients eux-mêmes, mais également par les médecins? Aussi. On va dire qu'il y a toujours d'autres problèmes à traiter. L'insomnie, c'est assez compliqué à traiter parce que ça se passe pendant le sommeil. Donc quand on va au cabinet,
En général, si on est un peu fatigué, on a pris un café, donc on n'a pas ce problème, on va dire, on ne va pas s'endormir dans le cabinet. Ouais. Et donc déjà, et puis souvent, ce n'est pas pour ça qu'on vient. Donc voilà, on passe à côté facilement en fait, de la source du problème de santé. Alors, on va donner la parole à Charlie Rousset, donc cofondateur de Morphée. Bonjour. Vous avez monté votre entreprise avec une deuxième personne. C'était votre coloc quand vous étiez étudiant et il souffrait de troubles du sommeil. C'est comme ça que vous est venue l'idée de chercher des solutions, j'imagine. Ouais, exactement. Déjà, je peux rejoindre ce que dit Vincent sur toutes ces problématiques du sommeil qu'on a beaucoup étudié aussi, nous, chez Morphée. Et au-delà des risques d'accidents, etc., il y a aussi, ne serait-ce que l'irritabilité, la susceptibilité qu'on peut avoir le lendemain d'une nuit difficile et qui, je pense, peut parler à beaucoup d'entre nous parce qu'on sait tous qu'une mauvaise nuit est souvent synonyme derrière d'une mauvaise journée parce qu'on a mal récupéré, donc on est moins en forme pour affronter sa journée. Et donc, en effet, je me suis associé il y a 5 ans avec Guillaume. On était en colocation ensemble à Aix-en-Provence. Et lui souffrait d'insomnie. Il avait fait un petit peu de méditation dans ses précédentes expériences. Ça l'avait beaucoup aidé à gérer ses problèmes. Moi, je connaissais un petit peu la sophrologie plutôt grâce à un parcours sportif. Et donc, on a décidé d'associer méditation, sophrologie, relaxation, etc. De mettre tout ça dans un boîtier, une enceinte audio qui soit complètement déconnectée. Donc, c'est la différence qu'on peut avoir avec Withings, bien qu'on soit partenaire sur certaines opérations. Donc, on a une approche qui est différente, mais on a le même objectif. Donc, c'est ce qui nous rend partenaire. Donc, on a mis toutes ces pratiques dans une boîte déconnectée pour aider nos utilisateurs à retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte déconnectée? On n'a plus besoin d'expliquer une boîte connectée, mais alors une boîte déconnectée, maintenant, il faut nous expliquer. Voilà, on avait cette envie un petit peu de venir à contre-pied de ce marché toujours de la connexion et de l'hyperconnectivité et donc de proposer une boîte qui soit sans ondes, sans Wi-Fi, sans écran, vraiment dans la simplicité avec donc tout seulement est stocké dans la petite enceinte en fait, c'est ça? Exactement, dans l'enceinte. Et donc, bien souvent, les produits qui sont connectés passent par le smartphone, par des applications, etc. Et donc, notre volonté était de permettre à l'utilisateur, le soir au moment du coucher, de s'émanciper de son téléphone, puisqu'on sait que le téléphone est un des pires ennemis du sommeil, puisqu'il crée de l'agitation, il maintient un état d'alerte, etc. Donc en tout cas, chez Morphée, notre positionnement, c'est la déconnexion, c'est la simplicité dans l'utilisation, et donc ça passe pour nous par des objets déconnectés. Alors, c'est un bon point d'entrée ça pour vous chez Withings, parce que vous n'avez que des produits connectés. C'est ça. Alors, oui, et en même temps, non. C'est-à-dire que le capteur de sommeil, vu qu'on parle sommeil... Alors, vous êtes venu avec... Voilà, je suis venu avec, parce que c'est pas facile de se... Il ne faut pas qu'on s'endorme tout de suite sur le plateau, mais allez-y. Voilà, on fait des balances, ça c'est facile. On fait des montres, c'est facile, les gens ils voient ce que c'est. Le capteur de sommeil... Dormir avec sa montre, c'est pas toujours très agréable d'ailleurs, pour surveiller son sommeil. Exactement. Du coup, on a fait ce capteur de sommeil, on le met sous le matelas. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'interface. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de dormir. Et donc l'idée, c'est qu'il va se faire oublier nuit après nuit. Et il va, le lendemain matin, rallumer le Wi-Fi quand il voit que vous vous levez, synchroniser les données. Et si vous allez dans l'application, il y aura les données de la nuit. Mais qu'est-ce qu'il récupère comme données alors? Alors, du coup, lui, il permet de mesurer la pression à travers le matelas, et de ça, on va en déduire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Il y a un capteur de bruit qui va permettre de mesurer les ronflements. Et ensuite, on a dans le produit, qui est vraiment un produit du coup de Smart Tech, on a des algorithmes avec des réseaux de neurones pour calculer les cycles de sommeil et les apnées du sommeil, par exemple. Parce que c'est quoi les signes de vrais troubles du sommeil? À partir de quand on peut, à partir des données qui vont être prélevées par ces capteurs, dire là j'ai un vrai problème de sommeil, il faut que je consulte? Alors, il y a plusieurs critères. Il y a un critère qui va être sur, on va dire, si on parle de l'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir, ou alors les réveils nocturnes, ou alors des réveils précoces, tôt le matin, alors qu'on est dans des bonnes conditions pour dormir. Et du coup, on n'est pas au milieu d'une fête foraine. Voilà, toute l'importance de l'environnement. Il y a beaucoup des problèmes de sommeil qui sont dus à l'environnement, soit la famille, les animaux, soit le bruit de la rue, le bruit des voitures. Donc ça, c'est sûr que la première chose sur laquelle on peut agir, c'est l'environnement. Et ensuite, après, il y a tout ce qui va être autour de l'anxiété, qui peut être dû au travail, qui peut être dû à des événements familiaux.
Et donc là-dessus, c'est l'importance de tout ce qui est méditation, tout ce qui est relaxation. Et comment le capteur, comment les données permettent d'identifier ces troubles? Qu'est-ce qu'on va repérer en fait? Alors, Quand le matin on se lève et qu'on regarde sa courbe, qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors, ce qu'on va voir dedans, c'est par exemple le temps passé au lit versus le temps passé à dormir. Ça vous donne l'efficacité de sommeil. Et ça, c'est le rythme cardiaque qui dit quand est-ce qu'on dort ou qu'on est en sommeil profond? Voilà, nous on utilise justement un mélange du rythme de fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, des mouvements, et donc on arrive à en déduire si c'est du sommeil léger, du sommeil profond, de l'éveil ou du sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal, c'est là où on rêve, on a une fréquence cardiaque élevée, on a une activité qui est presque comme si on était réveillé, mais on dort profondément. Et ça, l'outil sait faire la différence. Voilà, on fait la différence, on l'a calibré du coup avec les références médicales que sont la polysomnographie, et grâce à ça, on n'a plus besoin d'avoir toutes ces électrodes sur la tête, et on peut suivre nuit après nuit dans le confort de chez soi. En fait, l'idée, c'est que quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas dans votre environnement habituel. Donc même si vous avez des troubles de sommeil, de toute façon, vous dormirez mal à l'hôpital. Pour l'avoir fait, c'est une des pires nuits de ma vie. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un capteur qu'on peut mettre chez soi, on dort comme on a l'habitude de dormir, on n'a pas besoin de rester prostré sur le dos à attendre de trouver le sommeil, et du coup, on peut voir l'évolution nuit après nuit et faire une moyenne nuit après nuit Alors, la question aussi du travail, parce que vous parliez des électrodes et tout ça, il y a des centres du sommeil, il y a beaucoup de médecins et de recherches sur ces sujets. La question de la collaboration avec les professionnels de santé, Charlie Rousset, est-ce que vous avancez aussi là-dessus? Oui, nous beaucoup. Juste, je me permets une toute petite parenthèse. Je suis moi, utilisateur du matelas qu'a amené Vincent sur le plateau, et donc ça fait 2 ans, je crois, que Withings me l'avait envoyé, et donc je suis un heureux utilisateur. Et là où toute la complémentarité de nos marques, là où on voit vraiment qu'on est complémentaires, c'est que grâce à ce matelas que moi j'utilise à titre personnel, on peut effectivement analyser le sommeil, et ça c'est super intéressant. Nous, ensuite, on va plus apporter chez Morphée la solution, et donc ça permet, mais par contre, on n'arrive pas à l'analyser. Et donc, avoir les deux, c'est super, parce que quelque part, je m'endors avec Morphée et j'arrive à voir avec une lecture sur l'application les résultats que peuvent avoir la pratique de la méditation et de la sophrologie. Donc, on est vraiment effectivement une approche hyper complémentaire. Et pour rebondir sur les professionnels du sommeil et de la santé, nous, chez Morphée, on travaille avec 1500 professionnels de la santé qui sont donc des somnologues, des sophrologues, mais on a aussi des naturopathes, on a des kinés, des ostéopathes, etc., qui recommandent Morphée et qui donc ont essayé notre produit et qui ont mis un coup de tampon sur le produit en disant c'est validé de notre côté. Donc on a un énorme réseau de professionnels sur lequel on s'appuie quand on cherche à développer de nouveaux produits, sur lequel on s'appuie quand on a besoin de communiquer avec des statistiques issues du monde de la santé, et qui est pour nous une vraie valeur ajoutée que d'avoir la validation de nos produits par tous ces experts. Parce que ce n'est pas un dispositif de santé en tant que tel, mais vous dites qu'il y a quand même une démarche finalement médicale, ou en tout cas accompagnée par le corps médical? Voilà, c'est pas un dispositif médical, mais c'est quand même un produit qui est utilisé par les personnes du secteur médical. C'est un produit qui est également utilisé dans beaucoup d'hôpitaux, dans des centres du sommeil, également dans des centres d'oncologie pour gérer le stress dû à tout ce qui peut se passer dans ce genre d'endroit. Et en parallèle, nous, on mène des études aussi avec des centres qui regroupent des scientifiques pour peut-être un jour être dispositif médical. Mais en tout cas, on a vraiment un axe autour de la santé qui est très important. On a déjà des mutuelles qui prennent en charge une partie de l'achat de notre produit. Donc voilà, avec une validation de 1500 professionnels de la santé, avec la validation de certaines mutuelles qui prennent en charge 50% du prix de l'achat de notre produit, on est en train de vraiment prendre ce virage autour de la santé, et donc de s'approcher de dispositifs médicaux. Ça, c'est une vraie question. Comment on se positionne par rapport au dispositif médical? Est-ce qu'on est encore dans le bien-être, ou est-ce qu'on est vraiment dans la santé quand on s'intéresse aux problèmes d'insomnie? Alors, on a tout un continuum du bien-être jusqu'au traitement, en passant par du dépistage, du diagnostic, du suivi. Et donc, nous, au départ, on était en bien-être pour les gens, on va dire, qui veulent
suivre leur sommeil. Et puis après, on est passé en médical en 2020 avec le capteur. On a sorti une partie la partie qui concerne l'apnée du sommeil, qui est un dispositif médical. Et donc du coup, on est passé du pur bien-être à un mix entre du bien-être et aussi du médical. Et on peut l'utiliser dans un dépistage de l'apnée ou dans un suivi de patients apnéiques. Souvent, ils ne dorment pas très bien, parce que du coup, ils se sont réveillés par le fait qu'ils s'étouffent toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Ils vont reprendre une grande respiration, donc ils vont avoir un très mauvais sommeil. Donc au début, on avait des utilisateurs grand public qui nous disent « Votre capteur ne marche pas, ça me dit que je ne dors pas ». Et en fait... Alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendaient pas compte. Du coup, il est allé chez un médecin du sommeil, il a fait le diagnostic, le médecin l'a traité, et avec le traitement, du coup, maintenant, il avait des vraies nuits, avec un peu de sommeil profond, un peu de sommeil léger, un peu de sommeil paradoxal. Et quand vous dites que maintenant c'est un dispositif médical, ça veut dire aussi qu'il bénéficie de remboursement par la sécurité sociale ? Alors là, il y a un peu de travail encore. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'être un dispositif médical, et ensuite, il y a une grande marche vers le remboursement. On y travaille. La première étape, c'est déjà de sensibiliser les médecins, la communauté médicale. Donc on a sorti récemment, justement, pour permettre que l'usager, l'utilisateur grand public puisse partager un rapport de sommeil, justement avec une synthèse de ses nuits à ses professionnels de santé. On s'intègre à Mon Espace Santé aussi pour permettre aux utilisateurs de partager leurs données à Mon Espace Santé, qui est une initiative qui a été lancée cette année. Qui a été lancée, voilà. Donc on est les premiers à faire les tests. Une API, une application qui permet de synchroniser les données sur Mon Espace de Santé. Donc le médecin peut y avoir accès. Alors, l'étape suivante, c'est ça. Ça va être que le médecin puisse s'en servir et puisse y avoir accès. Dans un premier temps, c'est vraiment l'utilisateur qui consent à mettre ses données dans ce coffre-fort, à les partager. Et le rapport de sommeil, il va être à terme stocké dans le DMP. Et donc là, on est en train de dossier médical personnel. Voilà. Dossier médical personnel et partagé. Et donc l'idée, c'est que les médecins puissent se saisir de ces nouvelles données de la vie réelle pour adapter les traitements ou pour adapter la prise en charge. Alors, on parle plutôt des adultes, là, entre nous, mais ça peut être aussi un problème qui touche les enfants. Je sais que, Charlie Rousset, votre dispositif aussi a été adapté aux enfants. Comment ça fonctionne pour eux ? Déjà, la démarche, dans un premier temps, on a sorti un dispositif pour les adultes qui a très bien fonctionné. Et donc, tous les utilisateurs qui étaient, pour certains des parents, nous remerciaient parce qu'ils avaient un produit qui les aidait à dormir et nous posaient régulièrement la question: quand est-ce que vous avez quelque chose pour nos enfants ? C'est donc comme ça qu'on s'est penché sur la création d'un produit à destination des enfants et qu'on est arrivé à Mon Petit Morphée, qui est donc un objet toujours déconnecté, qui contient ce qu'on appelle des voyages méditatifs pour aider les enfants à dormir. Donc on dit voyage parce que ce sont des histoires avec des animaux, des univers, des paysages, etc. Et méditatif parce qu'à l'intérieur, il y a de la méditation, de la sophrologie. Et donc voilà, je vois qu'on voit à l'écran, avec la clé de gauche, on peut choisir un animal, avec la clé de droite, un univers dans lequel l'animal va se promener. Et l'animal va, au cours de l'histoire, faire des respirations, etc. Et donc l'enfant va pouvoir respirer comme le lion, va pouvoir retrouver le calme comme la girafe, etc. Donc en fait, on associe vraiment l'atelier de sophrologie à l'animal, ce qui permet à l'enfant de pratiquer tout en étant dans une histoire avec un aspect très ludique et donc très facile à suivre. Donc voilà, en tout cas, on a passé un peu plus de 2 ans sur ce produit à discuter avec des familles où des enfants avaient du mal à dormir et avec des professionnels de la santé, notamment du sommeil des enfants. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la création de ce produit où à l'intérieur on a 192 voyages. Ça ne remplace pas, j'espère, l'histoire du soir que l'on raconte à ses enfants. Non, ça remplace pas. Et justement, on a toute une partie où on incite parents et enfants à écouter l'histoire ensemble. Et c'est beaucoup de nos retours. Beaucoup de parents adorent justement parce que c'est un véritable moment de partage où ils peuvent écouter l'histoire avec leurs enfants. Et c'est évidemment ce qu'on incite à faire. Et on a même des séances qui sont dédiées, donc des séances de groupe qui sont dédiées à une écoute entre parents-enfants ou alors dans la fratrie. Et donc le rituel du soir autour de Mon Petit Morphée devient un vrai rituel de famille où chaque membre peut prendre du plaisir au moment de l'écoute de l'histoire. La question des enfants, est-ce qu'elle est abordée aussi du côté des objets connectés ou c'est plus compliqué ? Alors, sur les enfants, dès qu'on est sur des dispositifs médicaux, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Par contre, sur le capteur de sommeil, c'est à l'opposé plutôt.
c'est les très âgés. En fait, l'avantage, c'est comme il n'y a rien à faire, il est connecté en Wi-Fi. Donc, une fois qu'il est installé, il n'y a pas besoin de smartphone, il n'y a pas besoin d'être un technophile pour l'utiliser. Et donc, on l'a utilisé Il faut quand même récupérer les données. Alors, on l'a utilisé en EHPAD, où on n'est pas dans les murs, parce que du coup, on peut permettre au personnel médical, de nuit comme de jour, de pouvoir suivre la qualité de sommeil des résidents, suivre leur qualité de vie, suivre aussi l'effet des traitements médicaux, parce qu'ils ont une liste longue comme le bras de traitements, donc beaucoup ont des somnifères, etc. Et avec ça, on peut voir justement, est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils se lèvent beaucoup, quand ils se lèvent, ils risquent de chuter, donc s'ils se lèvent beaucoup, on va peut-être adapter les traitements pour éviter les chutes. Voilà, il y a beaucoup de travail aussi sur des gens qui sont, comme les enfants, pas directement connectés à la technologie. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez avec les hôpitaux, les EHPAD, vous êtes en partenariat avec eux pour tester ces dispositifs médicaux et voir comment ils peuvent accompagner aussi le corps médical. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, je disais, on est à la veille du pont de l'Ascension, on va essayer de dormir un petit peu plus, mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Charlie Rousset, si vous êtes toujours avec nous. Je suis toujours avec vous. Bon. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs choses auxquelles on peut faire attention. Déjà, c'est éviter les écrans une demi-heure avant d'aller se coucher. Je le disais tout à l'heure, les écrans souvent sont à l'origine d'agitation. On a un syndrome qu'on appelle l'hypervigilance parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut recevoir une notification et donc le cerveau est prêt à recevoir une information. Et on a aussi toute la lumière bleue qui est générée par les écrans. Et donc la lumière bleue fait illusion au corps qu'il fait encore jour. Et donc le corps ne sécrète pas de mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Donc voilà, les écrans une demi-heure avant le coucher, c'est sûr. Alors ça dit maintenant les écrans s'adaptent et permettent de modifier la couleur. Alors, le soir, en mode nuit ou sommeil même, on peut les mettre maintenant, nos écrans. Je le conseille, on peut même le faire pendant la journée. Moi, vous voyez, je vous ai en visio avec mon écran jaune. On est une semaine à s'habituer. Et c'est vrai que c'est des petites choses qu'on peut faire. Mais tout de même, ça n'enlèvera jamais le côté agitation et hyper vigilance qu'on a au moment d'utiliser les écrans. Parce que tout va très vite quand on est sur nos écrans. Que ce soit un film qu'on regarde ou si on est sur notre smartphone, on passe d'une application à une autre. Et donc, le cerveau reste dans une activité mentale qui n'est pas ou peu propice, en tout cas, à un sommeil plus facile et plus générateur. Et ensuite, forcément, il y a des choses de base qui sont éviter les repas lourds juste avant le coucher, ou alors éviter de faire du sport juste avant le coucher. Alors, le sport, c'est aussi un élément qui permet de bien dormir, mais pas une heure avant d'aller se coucher. Donc, et ça, c'est le coach sportif qui le dit. Vos conseils, on arrive à la toute fin. Alors, tenir son agenda du sommeil, j'imagine. Il y a son agenda du sommeil. On peut essayer. Il y a la bonne régularité, les heures de coucher, de lever. Et puis, bon, le sommeil, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Il faut le laisser venir. Il ne faut pas être trop conscient parce que sinon... C'est la seule chose d'ailleurs qu'on ne peut pas décider nous-mêmes avec notre cerveau. Voilà. À cette heure-ci, je dors. Ça, c'est très difficile et il faut lâcher prise. Et donc, il faut se détendre. Et pour se détendre, on prend un livre, on essaye de penser à autre chose. Et le smartphone, en effet, on est toujours en interaction, on est connecté à la planète. Et je pense qu'en effet, c'est pas le plus judicieux de le garder sur la table de chevet si on essaye de trouver le sommeil. Voilà, et puis profitons de ce temps pour surveiller quand même notre agenda du sommeil parce qu'un tiers des insomniaques qui s'ignorent, ça devient un problème de santé. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir aidés à nous détendre peut-être un peu ce week-end. Vincent Vercamer, vous êtes responsable de l'innovation de la stratégie santé pour l'Europe chez Weezings et Charlie Rousset, cofondateur de Morphée. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech, on va parler cinéma. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart dès 11h le matin. C'est votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et là, c'est l'heure de votre rendez-vous C'est Humain, parce que le numérique, c'est humain aussi, avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Alors, la magie du Festival de Cannes semble opérer cette année. Pourtant, on a les chiffres de fréquentation des salles qui ne sont pas très encourageants. Une enquête réalisée par le CNC, dont on a découvert les résultats lundi, révèle que les causes de ce difficile retour du public dans les salles obscures sont multiples. Alors, avant peut-être de vous entendre sur votre analyse de ce phénomène, on peut peut-être rappeler justement quels sont les principaux enseignements de cette étude du CNC. Alors effectivement, les stars sont de retour à Cannes, mais
pas les spectateurs en salle, c'est un peu l'arbre, si j'osais, la palme qui cache la forêt de salles clairsemées. Les chiffres sont nets. Si on compare par rapport à l'année de référence avant la crise sanitaire 2019, on est semaine après semaine avec 30% de spectateurs en moins dans les salles. Vous faites référence à cette étude du CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, Oui. qui est paru lundi dernier, et qui montre que cette défection est préoccupante. Vous avez quand même un Français sur 3 qui déclare avoir perdu l'habitude d'aller au cinéma. C'est par pertes et profits. Et un Français sur 2 déclare qu'il vient moins souvent. Autant dire que c'est une perte sèche pour les exploitants de cinéma. Alors comment vous expliquez, vous, ce paradoxe, vous dites la palme qui cache la forêt clairsemée, ce paradoxe entre le succès du festival et le désenchantement des salles obscures? On a besoin de rêver. Et on a vu que quelques stars réenchantaient immédiatement ce rêve-là. Néanmoins, on est dans un temps de sédentarisation, accentué par la crise sanitaire et pour cause. On travaille chez soi de plus en plus et on a envie aussi de se distraire chez soi avec l'installation de home cinéma et tout y concourt. Regardez les chiffres des fabricants de meubles, de jardins et autres sont en hausse parce qu'il y a un désir d'équipement, voire de suréquipement. Les débits sont désormais au rendez-vous, que ce soit filaire ou en 4G pour pouvoir aller surfer et naviguer. Les équipements de téléviseurs également. Et puis il faut bien voir que ce que je veux, quand je veux, où je veux, joue à plein également en la matière. Nouvelles pratiques, nouveaux usages pour le cinéma également. Enfin, il y a quand même une voie qui avait été éclairée et tracée par des plateformes. Je pense à Netflix en particulier, dont on voit bien qu'il reste des marges de manœuvre, même si Netflix semble marquer un peu le pas, ne serait-ce que parce que la concurrence est très sévère désormais en France aussi, avec Amazon Prime ou Disney+. Enfin, la télévision n'a pas dit son dernier mot. Elle a fait le pari de la qualité, que ce soit dans les séries ou les unitaires, en rehaussant le niveau des acteurs, de la réalisation et de la qualité, avec des téléspectateurs qui sont au rendez-vous. Regardez, HPI sur TF1 dépasse les 7 millions de téléspectateurs tous les jeudis. Je sais que vous êtes une des fans. Et désormais, vous pouvez aussi avoir de la télévision de rattrapage aussi sur les films. Je ne sais pas si vous avez vu, France Télévisions a lancé une plateforme qui permet de revoir les grands succès et palmes du cinéma de Cannes en accès gratuit sur sa plateforme. Donc on peut tout faire à la maison finalement. Est-ce que le cinéma, enfin les salles de cinéma peuvent redresser la barre où les jeux sont faits ? Je serais volontairement optimiste. La réponse est oui, à condition de faire le pari de la qualité. Parce que aujourd'hui, vous avez à peu près 300 films produits par an en France. Il y en avait 200 au début des années 2000. Donc on frise un peu la surchauffe dans un système très particulier en France et qui a montré sa capacité à faire subsister le cinéma français, qui est un des rares à travers le monde à exister encore, avec un système de redistribution et d'avance sur recettes. Ça, c'est le point positif, mais il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille, effectivement, de miser avant tout sur la qualité, de raconter des belles histoires et de faire rêver également, parce que si c'est pour vous raconter votre quotidien alors que vous êtes effectivement dans une atmosphère de crise quand même aujourd'hui, il n'est pas sûr que ça donne envie, et ça peut être parfois le travers des films français. Parce que quand même dans le CNC, là, sur son étude, on voit que 23% disent ne pas retourner au cinéma par manque d'intérêt pour les films proposés. Exactement. Et c'est en cela que j'ai bon espoir que des blockbusters comme Top Gun ou Jurassic Park qui sort début juin puissent finalement remettre des spectateurs dans la file d'attente des cinémas. Il faut que le cinéma français aussi se mette dans la roue, si je puis dire, de ces blockbusters, pour employer une image de sportive.
Ensuite, il y a quand même une question sur les tarifs qu'il faudra bien se poser. Oui. À 14,60 € la place aujourd'hui à Paris, sur un tarif normal, vous êtes immédiatement en droit d'exiger une qualité irréprochable, d'autant plus que ce tarif, vous allez le comparer avec ce qui existe de tarifs mensuels sur les plateformes ou de cartes UGC ou Gaumont ou que sais-je encore. Et donc effectivement, aller au cinéma revient à un luxe immédiatement. Une sortie en famille, oui, ça revient très cher. Et ça, c'est un frein à 36%, la perception du prix du billet. Bon, est-ce que vous voulez voir le côté optimiste, mais est-ce qu'on pourra retrouver les mêmes niveaux de fréquentation qu'avant le confinement, selon vous ? Le cinéma a montré une véritable capacité de renouvellement, d'invention, d'innovation depuis son origine, il y a plus d'un siècle, d'adaptation quand il s'est agi de passer au parlant, d'adaptation quand il est devenu en couleur, d'adaptation quand il s'est numérisé. Donc oui, le cinéma doit pouvoir aussi se réinventer, à condition peut-être de ne pas considérer les films uniquement lorsqu'ils sont passés dans une salle. Alors c'est vrai que c'est le Graal et aujourd'hui ça permet aussi de libérer ce financement. Ouais. Et enfin, de faire le pari de la qualité parce que la médiocrité ne résiste pas aux appels du beau temps et du soleil comme on peut le vivre ces jours-ci. Donc oui, il faut aller au cinéma et ne pas oublier d'éteindre son téléphone mobile. Et bien voilà, plein de bons conseils pour ce pont de l'ascension qui se profile. Donc mieux dormir et aller au cinéma, les conseils de Smartech du jour. Et puis utiliser aussi des IA qui parlent français. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smartech. Je vous souhaite un bon repos et moi je vous retrouve dans une semaine, la semaine prochaine. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.